Rapporteur, mes chers collègues, nous reprenons nos auditions de cette semaine avec ce matin le plaisir d'accueillir M. Jacques Toubon, défenseur des droits, accompagné de Mme Vanessa Piederi, qui est chargée de mission promotion de l'égalité et de l'accès aux droits, vous me dites si je ne me trompe pas, ainsi que Mme France de Saint-Martin, conseillère parlementaire. Je remercie d'avoir accepté d'intervenir devant nous. Le Défenseur des droits est une institution qui a été créée en 2011. Elle est inscrite dans notre Constitution et une des missions du Défenseur des droits est de permettre l'égalité de toutes et de tous dans l'accès aux droits. Dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, notre mission d'information est fréquemment confrontée à la question de l'égalité dans l'accès aux droits, notamment pour l'accès aux techniques d'AMP, d'aide médicale à la procréation. Nous souhaiterions donc connaître votre approche de ce sujet et plus largement la façon dont le Défenseur des droits aborde les questions de bioéthique. Je vous donne, Monsieur le ministre, maintenant la parole pour un court exposé. Nous poursuivrons ensuite par un échange de questions et de réponses. Et à toutes fins utiles, je rappelle que nos débats sont filmés et enregistrés. Je vous invite à chaque prise de parole à appuyer sur le bouton du micro et à la fin de l'éteindre pour le bon enregistrement de nos débats. En vous remerciant encore une fois, Monsieur le Défenseur des droits, de votre présence. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. D'abord, je vous présente par avance toutes mes excuses pour le léger encombrement de mes voies respiratoires supérieures que vous pouvez constater et qui n'est particulièrement gênant quand on fait le métier que nous faisons, c'est-à-dire on est sans arrêt en train d'ouvrir la bouche pour parler, ce qui évidemment pose des problèmes de respiration. Voilà. Merci beaucoup de m'accueillir. Nous avons, sur ces sujets, pris des positions naturellement, et dans la perspective de la révision périodique des lois de bioéthique, nous avons été entendus par la mission du Conseil d'État, qui a produit son rapport au mois de juillet, et par le Comité consultatif national d'éthique, dans le cadre de la vaste consultation qu'il avait organisée, y compris les États généraux citoyens qui ont été organisés au printemps dernier. Pour ma part, j'ai aussi, avant de venir devant l'Assemblée nationale, j'ai fait une consultation des 3 collèges consultatifs du Défenseur des droits, le collège défense et promotion des droits de l'enfant, le collège lutte contre la discrimination et le collège déontologie de la sécurité. Ce sont, vous le savez, des collèges consultatifs qui sont composés de personnes désignées par les hautes autorités et qui sont très utiles pour apporter sur des décisions particulières ou sur des sujets plus multiples comme celui-ci des avis. Les thèmes que je vais, ou les sujets que je vais évoquer ce matin, c'est l'éventuelle ouverture de la PMA, c'est ensuite la question de l'autoconservation des ovocytes, puis la question de la gestation pour autrui, et enfin, je dirais simplement un mot, si ça fait partie des réflexions de cette mission, sur les personnes en fin de vie et les droits des malades. Sur la PMA, il est clair que les techniques d'AMP, puisque c'est comme ça qu'on dit, et c'est comme ça que dit le Conseil d'État en particulier, les techniques d'assistance médicale à la procréation doivent-elles être réservées aux couples formés d'un homme et d'une femme
au jour d'aujourd'hui. On assiste à une augmentation significative des demandes de recours à l'AMP et qui interroge l'évolution de la loi française, les lois de certains pays étrangers où se rendent des femmes pour bénéficier de ces techniques, et puis aussi les évolutions naturellement de la médecine et de ces techniques. Aujourd'hui, il y a une sorte de consensus qui semble se dégager en faveur de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Le Conseil d'État, dans son rapport de juillet 2018, a pris une position que je résume en disant le droit ne commande ni le statu quo ni l'évolution, donc l'ouverture est possible. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a confirmé, contrairement aux commentaires qui ont été faits, aux réactions qui ont été produites à cette occasion, la décision prise tout récemment, c'est-à-dire le 3 octobre, par le Conseil d'État pour rejeter une QPC. Cette décision a été beaucoup commentée comme une sorte de pierre jetée par le Conseil d'État dans le jardin de l'ouverture de la PMA. En réalité, cette décision sur la QPC du Conseil d'État est tout à fait en ligne avec la position ouverte, c'est-à-dire indifférente en droit, prise par le Conseil d'État dans son rapport de juillet, et d'autre part, avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision de janvier 2013, du 28 janvier 2013, avait écrit ce qu'écrit le Conseil d'État: le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général. Et le Conseil constitutionnel, concluant, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur. Ce qui est écrit par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d'État plus récemment, c'est que la PMA, l'ouverture de la PMA, exige une solution politique et pas juridique, car le droit permet de prendre l'une ou l'autre position. Et donc, je me permets de dire, c'est à vous, justement, au Parlement et au gouvernement dans son projet de loi, de prendre position. L'avis du CCNE 129 a beaucoup insisté sur les changements de paradigme sur cette question, a insisté sur les revendications d'égalité dans l'accès aux techniques de PMA, et il a conclu favorablement. De même que si l'on retient, par exemple, le sondage réalisé pour le journal La Croix, il dit que 6 Français sur 10 sont favorables à la PMA pour les couples de femmes, alors qu'il n'y en avait en 1990 que moins de 25%. Quant à lui, le défenseur des droits a pris position dans un avis qui a été donné au Sénat lorsque Madame Tasca avait mené une mission d'information sur les évolutions possibles des lois dans ce domaine, c'est-à-dire PMA et GPA, et j'avais souligné que la stérilité et le souhait de s'engager dans un projet parental ne sont pas réservés aux seules femmes hétérosexuelles, la loi française autorisant d'ailleurs l'adoption par les couples homosexuels et les personnes célibataires. Et donc un couple de femmes comme une femme célibataire peut donc avoir un projet parental. Ces femmes peuvent ainsi adopter un enfant dès sa naissance, avant même qu'on leur refuse l'accès à la PMA. Se pose donc ainsi la question du projet parental au titre de l'égalité des projets parentaux, ainsi que la liberté de procréer comme l'expression de l'autonomie personnelle. C'est pour toutes ces raisons que j'ai pris position pour l'ouverture. Il s'agirait naturellement de supprimer la condition de l'infertilité dans le texte de la loi. Les questions juridiques, bien entendu, viennent ensuite, et en particulier deux, sur lesquelles je vais essayer de donner quelques informations, la filiation et l'accès aux origines. Sur le droit en matière de filiation, naturellement, le défenseur des droits considère qu'il importe de garantir le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément aux stipulations des articles 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Je rappelle que nous sommes le mécanisme d'application, le mécanisme de suivi en France, en tant que défenseur des enfants, de la Convention des droits de l'enfant. La loi sur le mariage homosexuel du 17 mai 2013 a autorisé l'adoption aux couples de même sexe dans les mêmes conditions que pour les couples hétérosexuels, qu'il s'agisse de l'adoption d'un enfant par les deux conjoints ou de l'adoption de l'enfant du conjoint. Cette loi reconnaît ainsi l'adoption sans distinction suivant le mode de conception de l'enfant. On peut toutefois noter que depuis son entrée en vigueur, il existe des positions divergentes des juridictions quant à l'adoption d'enfants issus d'une PMA réalisée à l'étranger. L'évolution souhaitable des règles en faveur d'une ouverture de la PMA à toutes les femmes impliquera de nouvelles modalités d'établissement de la filiation. Aucun aménagement du droit à la filiation ne sera requis pour les femmes seules. Le droit commun actuel permettra de répondre à ces situations. En revanche, une évolution du droit à la filiation est nécessaire pour les couples de femmes. Plusieurs scénarios d'évolution sont alors envisageables. Un tel changement en matière de filiation pourrait instaurer, par ailleurs, pour la première fois en droit français, une dissociation entre les fondements biologiques et juridiques en prévoyant une double filiation maternelle. La position du défenseur, dans l'avis que j'avais donné en 2015, proposait deux modalités de filiation pour garantir une sécurité juridique à l'enfant issu d'une PMA pour un couple de femmes homosexuelles. Soit la formule de la déclaration commune anticipée de filiation devant un notaire ou un juge avant la réalisation de la PMA. Elle permettrait de recueillir le consentement du couple à la PMA avec tiers donneur et de prendre acte de l'engagement de chacun à établir un lien de filiation à l'égard de l'enfant. Et ceci consiste à modifier l'article 311-20 du Code civil, ainsi par exemple que le proposait en 2014 le rapport rédigé par Irène Théry et Anne-Marie Leroyer. Il y aurait aussi la possibilité, comme le prévoit le droit belge, d'une filiation automatique qui permet à la mère de bénéficier d'une présomption de comaternité pour l'enfant issu d'une PMA. Pour ce qui concerne la deuxième question, qui est très débattue en ce moment, de l'accès aux origines. D'abord, il conviendrait de bien opérer la distinction entre levée de l'anonymat du don et accès aux origines, afin de ne pas entretenir la confusion qui est dans le débat actuel entre origine personnelle et filiation, qui sont deux questions naturellement différentes. Donc, la loi actuelle, l'enfant mineur doué de discernement, avec l'accord de ses représentants légaux, ou le majeur peut faire une demande d'accès à ses origines auprès du Conseil national d'accès aux origines personnelles. La levée de l'anonymat n'interviendra alors que dans l'un des cas prévus par l'article 147.6 du Code de l'action sociale et des familles. L'accès d'une personne à ses origines, dans ces conditions, est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit. C'est un accès à une information. Je crois que c'est très important de bien souligner la distinction entre cette connaissance, en quelque sorte, et les conséquences juridiques. Il n'y en a pas. Dans le cadre du droit positif en matière de PMA, l'identité du donneur, aujourd'hui, doit rester secrète. Le principe est celui d'un anonymat absolu, inconditionnel et irréversible. Cette interdiction est d'ailleurs assortie de sanctions pénales en cas de divulgation de renseignements permettant d'identifier le donneur ou le receveur. Or, si nous sommes dans l'hypothèse que je préconise d'une évolution des conditions d'accès à la PMA, il serait nécessaire d'envisager des évolutions juridiques qui seraient applicables en vue de ne pas créer une inégalité, c'est toujours la même démarche, entre un enfant né sous X qui peut demander la levée de l'anonymat de ses parents auprès donc du Conseil national des origines, et un enfant issu d'un don qui, selon la loi actuelle, si on ne la change pas, serait toujours soumis au secret. Beaucoup d'enfants
issus de PMA manifestent aujourd'hui, vous le savez tous, la volonté de pouvoir accéder à leurs origines. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à recourir à des tests ADN, qui ne sont pas autorisés en France, mais à l'étranger, pour retrouver leur donneur. Et avec des intrigues, si j'ose dire, dignes de romans policiers. Pour nous, les évolutions juridiques sur le droit à la filiation devraient réaffirmer le principe de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège le droit à la vie privée et familiale. Il y a un arrêt, d'ailleurs, au Dièvre, contre France, dans lequel la CEDH a précisé que l'article 8 protège le droit à l'identité et à l'épanouissement personnel et celui de nouer, de développer des relations avec ses semblables et le monde extérieur. Cet article rappelle que le droit d'accès à ses origines est avant tout une composante du droit au respect de sa vie privée. L'accès aux origines n'est pas seulement en lien avec la construction de l'identité, cela peut avoir un retentissement sur le droit à la santé et le droit à être informé sur son état de santé. En 2016, d'ailleurs, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a recommandé à la France de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet au droit de l'enfant de connaître ses parents biologiques. La réflexion sur l'accès aux origines impose de ce fait une évolution du principe d'anonymat du don, avec la question sous-jacente de la recherche d'un équilibre entre les quêtes d'identité de l'enfant et le respect de la vie privée du donneur. L'évolution actuelle en Europe et dans le monde, si je quitte le droit positif français, est en faveur de la levée de l'anonymat des dons lors de la majorité de l'enfant, quelquefois d'ailleurs dès l'âge de 16 ans. À titre d'exemple, la Suède, dès 1984, l'a autorisé. Mais toutefois, aucun des pays qui a reconnu le droit d'accès à ses origines n'exige la communication à l'enfant de l'identité du donneur, laissant ainsi la possibilité à l'enfant d'avoir le choix de décider lui-même de connaître ou pas l'identité de son donneur. Donc le débat actuel est centré, et notamment après le dernier avis du Conseil d'État, le dernier rapport du Conseil d'État, sur l'étendue de la levée de l'anonymat du donneur, levée totale avec un accès à l'identité du donneur, c'est ce que dit le Conseil d'État dans son rapport cette année, ou levée partielle avec un accès se limitant aux données non identifiantes, c'était la position du Conseil d'État en 2009. Le CCNE a envisagé plusieurs modalités, la Fédération nationale des sécos a fait des propositions. Pour notre part, ce que nous disons, c'est que tout ce qui prévoit l'accès aux origines doit aussi garantir le respect de la vie privée. Donc, notre position, c'est que nous sommes favorables à la mise en place d'un régime qui permettrait de combiner, d'une part, l'accès de tout enfant lors de sa majorité à des données non identifiantes, et d'autre part, la possibilité d'une levée totale de l'anonymat à la demande de l'enfant majeur, avec un consentement du donneur qui serait recueilli au moment du don. C'est-à-dire que, au moment du don, le donneur accepterait que ces informations soient données, et au moment où l'enfant deviendrait majeur, il y aurait une sorte de rencontre de volonté entre ce donneur qui a consenti avant le don et cet enfant qui, à ce moment-là, réclame l'accès à ses origines. Je pense que c'est une position qui est en quelque sorte synthétique, je dirais, entre beaucoup de ce qui a été proposé sur ce sujet. Je voudrais terminer sur l'impact de l'ouverture. Aucune étude n'estime aujourd'hui précisément les nouveaux besoins en dons de gamètes engendrés par l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Par exemple, à titre d'exemple, au Royaume-Uni, il n'y a eu aucune chute des dons après l'entrée en vigueur de la loi qui a permis un accès aux origines des enfants issus d'un don. Autrement dit, quelque sorte,
la publicité, la fin du secret n'a pas entraîné de chute des dons comme on aurait pu le penser. Mais de l'autre côté, il est très difficile d'évaluer si l'on ouvre la PMA à toutes les femmes, quel sera le besoin de gamètes qui sera exprimé et si on pourra le satisfaire. Élise de la Roche-Brochard de l'INED a écrit récemment dans la revue Santé et Population l'adoption d'un modèle d'assistance médicale à la procréation plus en adéquation avec les valeurs actuelles de la société, qui prône de plus en plus la reconnaissance et l'égalité entre les familles dans leur réalité plurielle. Il est probable que cela suscite de nouvelles vocations de donneurs. C'est-à-dire, c'est l'idée que face à une nouvelle demande, il pourrait y avoir éventuellement, de la part de cette démographe, une nouvelle offre, en quelque sorte, de dons. En tout cas, nous pensons que si la loi est modifiée dans ce sens, il faut lancer des campagnes d'information, comme cela peut être fait sur d'autres dons d'organes. L'autoconservation des ovocytes, c'est le deuxième sujet. Donc, je rappelle que dans l'état actuel, il y a deux situations où on autorise l'autoconservation des ovocytes. D'une part, la loi de 2004 de bioéthique l'autorise pour les femmes souffrant d'une pathologie, j'ouvre les guillemets, susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée. Et d'autre part, la loi de 2011 a décidé, pour répondre à la pénurie des dons d'ovocytes en France, a ouvert, alors pour des raisons non médicales, cette technique, à condition qu'elle soit la contrepartie d'un don. Donc, vous faites un don d'ovocytes et vous avez le droit de conserver pour vous-même une partie de ces ovocytes qui sont donnés. Il n'y a aucun droit général à l'autoconservation des ovocytes, donc pour des raisons non médicales. La loi de bioéthique, elle, ne fixe pas de limite d'âge, elle parle de l'âge de procréer. Les travaux d'experts essayent d'éclairer cette notion qui est floue et imprécise. Il y a un rapport de l'Agence de biomédecine à ce sujet de juin 2017, et on voit dans ces études que le niveau de l'âge qui a été retenu, de l'âge limite retenu en Europe, est extrêmement hétérogène. Il n'y a pas de règle générale commune dans les pays européens. Il y a 10 pays qui définissent l'âge maximum où la femme peut procréer. Ça va de 50 ans en Grèce à 40 aux Pays-Bas, en passant par 45 en Irlande, etc. etc. Dans le cadre du dispositif actuel, ce sont en fait l'expertise médicale qui tend à fixer une limite d'âge à 43 ans en se fondant sur des considérations médicales. C'est les risques de paternité, c'est essentiellement les risques que comportent des paternités et des maternités tardives, ainsi que la prise en compte de l'intérêt de l'enfant à naître. L'assurance maladie, elle, a pris une décision en 2005 qui a consisté à dire qu'elle cessait de prendre en charge, au titre de l'assurance maladie, la fécondation in vitro au jour du 43e anniversaire de la femme. Mais ça ne veut pas dire, naturellement, qu'on ne peut pas faire des interventions plus tardives, simplement, elles ne sont pas remboursées, elles sont payées par les demandeurs. J'ajoute que cette décision de l'assurance maladie sur les 43 ans n'a pas fait consensus. Des experts considèrent que 45 ans, voire 50. Le Collège national des gynécologues et obstétriciens a, par exemple, envisagé l'âge de 50 ans. Les demandes d'ouverture d'un droit pour toutes les femmes à l'autoconservation
ovocytaires sans motif médical se sont multipliées afin d'apporter une réponse aux femmes qui souhaitent, pour diverses raisons, se prémunir des risques d'infertilité liés à l'âge. Aujourd'hui, la plupart des institutions qui ont pris position sur ce sujet ont considéré que l'autoconservation ovocytaire de prévention n'apparaît pas contraire au principe de la bioéthique. Certains rappellent les risques liés à la méthode, mais un consensus se dégage en faveur de l'autoconservation ovocytaire de prévention. L'âge de la maternité ne cessant de reculer et les femmes qui consultent pour infertilité étant elles aussi de plus en plus âgées, l'autorisation en fait de cette technique s'inscrirait dans un contexte social qui la rendrait pertinente en quelque sorte. L'autoconservation ovocytaire de prévention peut être vue comme un moyen permettant de contribuer à émanciper plus avant les femmes des contraintes liées à l'avancée en âge, afin de leur permettre de choisir le meilleur moment pour procréer et de se libérer des conséquences de la dégradation de la fertilité féminine avec l'âge. Notre position est donc de soutenir l'ouverture de l'autoconservation des ovocytes à toutes les femmes sans raison médicale, dans le cadre d'une prise en charge financière par l'assurance maladie. L'autoconservation des ovocytes devrait être faite dans ces conditions indépendamment du don, donc de supprimer l'obligation du don qui est inscrite dans la loi de 2011, car il faut bien constater que du fait de la large priorité accordée aux dons, les chances pour les donneuses de conserver des ovocytes pour elles-mêmes sont quasi nulles. Troisièmement, il serait nécessaire de fixer un âge socialement raisonnable pour l'autoconservation des ovocytes. Un encadrement devrait être ainsi prévu pour la limite d'âge. Le recours au don d'ovocytes permet de s'affranchir de l'âge des ovocytes, mais pas de l'âge de la femme. Et donc, je pense que nous devons, le législateur devrait fixer un âge. La discussion est naturellement ouverte par rapport à ceux qui sont actuellement retenus. J'ai montré l'éventail entre 40 et 50 ans des solutions retenues dans les pays étrangers qui ont fixé un âge. Et il me paraîtrait logique de maintenir une cohérence entre les dispositions relatives à l'autoconservation des ovocytes et celles qui existent pour procéder à une PMA. Autrement dit, l'âge qui serait retenu, s'il est retenu, devrait être homogène entre les deux opérations. 3. La GPA. Le Conseil d'État, dans l'étude, dans son rapport, dit « La demande sociale est plus pressante, elle s'inscrit dans un environnement juridique plus favorable aux unions de couples de même sexe, ce qui a pu renforcer les aspirations de couples d'hommes à fonder une famille autrement que par la voie de l'adoption internationale, au demeurant particulièrement étroite. » Le Conseil d'État souligne par ailleurs que le débat sur la réforme de l'accès à l'AMP pour les couples de femmes et les femmes seules n'est pas sans résonance sur le débat sur la GPA, dont il est souvent dit qu'elle en serait le pendant pour les hommes. Je ne rentre pas dans, je dirais, ce raisonnement, vous allez le voir, mais je pense cependant que ce qui est écrit là est un fond de tableau par le Conseil d'État, est un fond de tableau qui mérite d'être médité. Je m'exprimerai essentiellement sur le plan juridique, en précisant naturellement d'emblée que je demeure, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, comme le défenseur des droits l'a dit à plusieurs reprises, hostile à la légalisation de la GPA dans la loi française. À partir de là, je voudrais parler de la réalité au sens de l'article 47 du Code civil, le fameux article 47.
je voudrais ensuite vous parler de la réalité je voudrais vous parler ensuite des différentes voies de droit qui existent pour établir la filiation et dont on pourrait choisir d'utiliser l'une ou l'autre dans l'état actuel de la loi et de la jurisprudence. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est la réalité de la filiation? Premièrement, au sens de l'article 47 du Code civil, dans les actes d'état civil étrangers, on peut avoir plusieurs interprétations. Les règles relatives à la transcription dans les registres de l'état civil français d'un acte d'état civil étranger sont régies donc par l'article 47 du Code civil. Les faits déclarés dans l'acte doivent correspondre à la réalité pour que ce dernier puisse être transcrit. Mais ceux qui interprètent le Code civil donnent à ce mot « réalité » différentes acceptions. La Cour européenne des droits de l'homme, Strasbourg, la Cour de cassation ont choisi d'interpréter la réalité comme filiation biologique, parce que tout simplement, sa preuve est évidente à rapporter. La réalité juridique, c'est-à-dire fondée sur le contenu de l'acte juridique étranger, et pas sur la réalité biologique, est, elle, difficile à concilier avec le nécessaire maintien d'un ordre public, qui interdit la GPA, puisqu'il implique d'atténuer la portée du contrôle judiciaire des actes étrangers. Troisièmement, il y a une réalité sociologique, c'est-à-dire fondée sur la réalité sociale du lien entre l'enfant et un parent d'intention qui s'en occupe depuis sa naissance et qui, cependant, en droit et en pratique, est jusqu'ici peu opérante. À partir de là, donc, deuxièmement, c'est la réalité biologique qui prévaut, sauf qu'elle n'induit, bien entendu, que la reconnaissance d'une filiation paternelle et exclut par principe la transcription de la filiation de la mère d'intention. Donc c'est mater semper certa est qui conditionne la filiation naturelle à l'accouchement et qui fait donc obstacle à la filiation d'une mère d'intention qui n'a pas accouché. L'article 311-25 du Code civil dit « La filiation est établie à l'égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. » C'est sur le fondement de ce principe donc traditionnel et de l'article 47 du Code civil que la Cour de cassation a refusé jusqu'à maintenant de porter mention de la mère d'intention n'ayant pas accouché sur l'acte de naissance de l'enfant à transcrire dans les registres de l'état civil français. La Cour de cassation a fait, dans ses plus récents arrêts, notamment de 2017, prévaloir la réalité biologique, à l'instar d'ailleurs de la Cour des droits de l'homme de Strasbourg, dans ses arrêts de 2014, comme dans d'autres postérieurs, qui a retenu seulement la filiation biologique et qui ne s'est pas prononcé sur la filiation d'intention. Je voudrais noter la position du professeur Anne-Marie Leroyer, qui est membre de notre comité, de notre conseil consultatif sur les droits de l'enfant, et qui considère que le positionnement actuel de la Cour de cassation met en avant la primauté du biologique en droit de la filiation et crée une égalité entre le père et la mère en faisant peser la sanction du processus de GPA sur les femmes. Le professeur Leroyer a répété ce point de vue lorsque nous avons fait la consultation des collèges consultatifs du défenseur le 24 septembre. On peut cependant considérer
que la lecture de l'article 47 du Code civil ne pourrait cesser d'être pertinente dans le cas où la mère d'intention a fait don de ses ovocytes et que ceux-ci ont été utilisés pour la fécondation in vitro précédant la gestation pour autrui. C'est-à-dire qu'en réalité, la mère porteuse, comme on dit, porte les ovocytes de ce qu'on appelle la mère d'intention. Dans cette hypothèse, la mère d'intention serait également la mère génétique. Au regard de la prééminence du biologique qui semble se dégager des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, ce principe, donc mater semper certa est, pourrait-il alors faire obstacle à la transcription intégrale de l'acte, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, si on ne le faisait pas, la réalité génétique ne coïnciderait pas avec la fameuse réalité de l'accouchement qui est retenue dans le droit français. Troisième donnée, la réalité juridique qui a été introduite, et on n'en parle pas beaucoup, je voudrais en faire état brièvement, par un jugement du tribunal de grande instance de Nantes, qui a décidé en quelque sorte de contourner l'application stricte du principe et de faire prévaloir une interprétation audacieuse de l'article 47 du Code civil. Le TGI de Nantes a considéré que le fait que soit mentionné sur l'acte de naissance la mère qui n'a pas accouché ne saurait à lui seul justifier le refus de reconnaissance de cette filiation maternelle, qui est la seule juridiquement reconnue comme régulièrement établie dans le pays de naissance et qui correspond à la réalité juridique au sens de l'article 47 du Code civil. Faisant ainsi prévaloir la réalité juridique, non pas biologique, le tribunal de grande instance de Nantes a ajouté que l'intérêt supérieur de l'enfant suppose également de pouvoir bénéficier de la protection et de l'éducation du couple parental, de la stabilité des liens familiaux et affectifs, ainsi que de la continuité de la communauté de la vie effective qu'il partage l'enfant avec ses parents, et enfin l'intérêt pour l'enfant d'avoir un rattachement juridique tant à l'égard de son père que de sa mère, lui permettant son intégration complète dans sa famille et l'inscription sur le livret de ses parents. C'est une position que le défenseur des droits serait prête à souscrire dans tous les éléments qui ont été retenus là par le TGI, mais vous le savez, cette position a été infirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes qui fait application de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation et qui a donc rejeté le jugement de Nantes. Enfin, pour continuer, réalité biologique, réalité juridique, réalité sociologique, cette réalité sociologique a donc des effets juridiques, pour l'instant, limités en droit français, et sa reconnaissance est conditionnée à des procédures aléatoires et difficiles à mettre en œuvre. Dans une décision du 23 novembre 2017, justement saisi par un couple, j'avais fait valoir que par une technique qui s'appelle un obiter dictum, la première chambre civile de la Cour de cassation avait autrefois reconnu, dans une affaire de contestation de paternité, mais qui ne concernait pas des enfants issus de GPA, avait reconnu qu'au-delà du délai de forclusion de 5 ans prévu par le Code civil, la prééminence de la vérité biologique ne pouvait être invoquée, faisant ainsi prévaloir la réalité sociologique. Est-ce qu'on peut transposer cette idée? En tout cas, moi, comme je viens de le dire tout à l'heure, je pose la question, et je la pose depuis plusieurs années, d'une filiation complète pour les enfants nés de GPA. Et on voit bien que cette question que
je me pose et que je pose, elle commence à être celle aussi de juristes et parmi les plus éminents, puisque je voudrais noter qu'il y a 4 jours, le 5 octobre, allant à l'encontre des recommandations de son avocat général, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a adressé une demande d'avis consultatif à la CEDH, faisant ainsi pour la première fois application du protocole numéro 16 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui autorise désormais les cours suprêmes, ce qui veut dire en France le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d'État, à demander ce qu'on appelle un avis préjudiciel à la Cour de Strasbourg. Donc, faisant application de ce protocole pour la première fois, et il est entré en vigueur le 1er août dernier, la Cour de cassation a saisi la CEDH et elle écrit « En refusant de transcrire sur les registres de l'état civil l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui, en ce qu'il désigne comme étant sa mère légale, la mère d'intention, alors que la transcription de l'acte a été admise en tant qu'il désigne le père d'intention, père biologique de l'enfant, un État partie excède-t-il la marge d'appréciation dont il dispose au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales? À cet égard, demande la Cour de cassation, y a-t-il lieu de distinguer selon que l'enfant est conçu ou non avec les gamètes de la mère d'adoption? C'est la question que j'ai posée tout à l'heure sur les ovocytes de la mère d'intention qui seraient portés par la mère porteuse. Dans l'hypothèse d'une réponse positive à l'une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d'intention d'adopter l'enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d'établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l'article 8 de la Convention? Autrement dit, la procédure actuelle est-elle suffisante ou n'est-elle pas suffisante? C'est, comme vous le voyez, des perspectives très importantes couvrent ce questionnement de notre plus haute juridiction, et je pense que c'est dans cette ouverture, en quelque sorte, des questions juridiques que doit se situer désormais la décision et les positions politiques du gouvernement et du Parlement. Et je pense que c'est très important que votre mission d'information se penche sur ce sujet. Le deuxième sujet que je veux évoquer sur la GPA, c'est les différentes voies de droit existantes pour établir la filiation, non plus la reconnaissance de l'état civil, mais la filiation. Et je vais ouvrir là un éventail, en fait, de 4 hypothèses, en essayant de dire devant vous honnêtement les avantages et les inconvénients de chaque formule. À moins que le législateur décide d'inventer une voie de droit nouvelle, spécifique, mais s'il décide de recourir à des voies existantes, il pourrait aménager une des 4 voies suivantes qui présentent donc chacune des avantages et des inconvénients. 1. Interpréter l'article 47 du Code civil en reconnaissant le statut juridique du parent d'intention dans l'acte de naissance étranger. C'est la jurisprudence, c'est la décision du TGI de Nantes que je vous ai lue tout à l'heure et qui permet de reconnaître, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, le statut juridique des parents d'intention tel qu'inscrit dans l'acte de naissance étranger. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était une position qui, telle qu'elle était articulée, ne me paraissait pas dénuée de bon sens. Mais, encore une fois, elle est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation et elle a été rappelée donc par la Cour de Rennes qui a infirmé la décision du TGI de Nantes. Deuxième formule, l'acte de reconnaissance. Si la filiation n'est pas établie par l'acte de naissance, elle peut l'être
par l'acte de reconnaissance, c'est l'article 316 du Code civil. C'est les situations où la présomption de paternité a été écartée ou lorsque la mère ne figure pas dans l'acte de naissance. Cette reconnaissance peut avoir lieu préalablement ou postérieurement à la naissance par le père ou par la mère ou par les deux. Il s'agit là d'un acte juridique unilatéral qui n'engage que son auteur, c'est un acte de notoriété. L'avantage, c'est que c'est une simple démarche administrative. L'inconvénient, c'est que la reconnaissance doit être exempte de vices et notamment être conforme à la réalité sous peine de nullité, ce qui nécessite de reconnaître comme licite l'acte étranger indiquant les deux parents distincts de la mère porteuse comme les deux parents, et donc de faire prévaloir la réalité juridique par rapport à la réalité biologique. Donc, là encore, on tombe sur le principe mater semper serva est, et je rappelle que dans le cadre d'un couple homosexuel, une double reconnaissance paternelle n'est actuellement pas possible. Troisième formule, l'adoption plénière par le parent d'intention. Là, on a un lien de filiation à l'égard du parent d'intention qui est assuré. Il y a l'intérêt de l'enfant est garanti par une voie juridictionnelle. Ça concilie les impératifs en présence, c'est-à-dire le respect de l'ordre public, l'interdit de la GPA en France, et la nécessité de conférer un statut à l'enfant. Et enfin, l'adoption plénière est irrévocable. Elle fait disparaître toute autre filiation. Cette formule est naturellement séduisante, mais elle crée, comme vous le savez, c'est ce qui a été reproché à la jurisprudence de la Cour de cassation de 2017, elle crée en fait un décalage dans le temps très important entre la filiation du parent biologique, reconnu donc par les tribunaux, et la filiation du parent d'intention qui devrait attendre la fin de la procédure d'adoption. Si entre-temps l'un des parents décède ou si les parents se séparent, ça peut avoir des conséquences très négatives naturellement pour l'enfant. C'est ce qui a été reproché à la solution de l'adoption qui a été retenue jusqu'à maintenant et qui est juridiquement possible dans l'état actuel du droit. C'est aussi une atteinte à la liberté individuelle parce qu'elle oblige à être marié. Il peut y avoir aussi un refus par l'autre parent d'y consentir par l'acte partiellement transcrit. Et puis, ça correspond à des décisions de justice qui sont encore incertaines. La Cour d'appel de Paris a récemment adopté une position dans ce sens. Elle a ordonné l'adoption plénière par le conjoint du père de l'enfant, c'était un couple de deux hommes homosexuels, mais, par exemple, le TGI d'Évry n'a pas suivi. Dans une décision du 4 septembre 2017, il a rendu une décision discordante. Sur l'adoption, il est clair que la jurisprudence de la Cour de cassation dit que le recours à la GPA à l'étranger ne fait pas obstacle au prononcé d'adoption par l'époux du père de l'enfant né de cette procréation si les conditions légales de l'adoption sont réunies et si elles sont conformes à l'intérêt de l'enfant. Le Conseil d'État, dans son avis récent, dans son rapport récent, a conclu que la solution actuelle, c'est-à-dire l'adoption, jurisprudence de la Cour de cassation, semble respecter un équilibre entre l'intérêt de l'enfant et le souci du maintien de l'interdiction de la GPA, mais encore une fois avec les inconvénients qui sont l'incertitude et la durée de la procédure, telle que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, une quatrième voie qui a été récemment évoquée, notamment au cours de la consultation que j'ai faite de mes collèges consultatifs, c'est la possession d'État. La possession d'État permet d'établir l'existence d'un lien de filiation et de parenté entre un parent et son enfant qui se comporte comme tel dans la réalité, même s'ils n'ont aucun lien biologique.
la possession d'État, qui est une notion juridique très très ancienne, qui remonte au droit romain, doit être constatée dans un acte de notoriété délivré par le juge. Et elle doit être à la fois continue, paisible, publique et non équivoque. L'avantage de cette formule, naturellement, c'est que, en fait, elle rejoint la réalité sociologique et que cette réalité sociologique constitue donc un facteur d'établissement de la filiation à l'égard d'un parent de fait. Qu'elle a l'avantage de rétroagir au jour de la naissance de l'enfant, à l'inverse de l'adoption, qui ne prend effet que du jour où l'adoption est devenue effective. Il n'y a pas de condition de recourir au mariage et le caractère non équivoque de la possession d'État tient à l'absence de doute sur le lien entre l'enfant et le parent de fait. Ce critère de la possession d'État pourrait ainsi faire l'objet d'une appréciation plus favorable par le juge, d'après certains commentateurs. L'inconvénient, c'est que les inconvénients de cette formule, c'est que la possession d'État ne doit pas être établie de manière frauduleuse et, comme le dit le Code civil, elle doit être paisible. L'octroi d'un certificat de nationalité française, d'une carte nationale d'identité, ainsi que d'un numéro de sécurité sociale ne serait pas probablement considéré actuellement comme suffisant face à l'interdiction de la GPA dans la loi française. La possession d'État, d'autre part, doit s'appuyer sur des faits habituels et être continue. Le délai n'est pas fixé, contrairement au droit de la nationalité, par exemple, qui a prévu un délai de 5 ans. L'absence de délai fixe pour faire établir la filiation de l'enfant à l'égard du parent d'intention renvoie ainsi à une appréciation judiciaire, plaçant ainsi l'enfant aussi dans une situation d'insécurité juridique à l'égard de son parent d'intention. Il y a un exemple, qui est l'exemple canadien. La jurisprudence a retenu un délai de 16 mois à 2 ans. Je rappelle que les actes de notoriété sont délivrés par les juges d'instance, ce qui voudrait dire qu'il risque d'y avoir autant de positions des juges qu'il n'y a de juges d'instance ou demain de grandes instances. Et enfin, je rappelle que la possession d'État a des effets juridiques qui sont révocables, on peut la contester dans un délai de 10 ans. Et, encore une fois, la jurisprudence de la Cour de cassation exclut cette voie de droit du fait de l'existence d'une fraude qui fait qu'il n'y a pas de caractère paisible de la possession d'État et la présence d'un doute. Mais je me permets quand même d'évoquer cette hypothèse, car des juristes sérieux l'ont avancée. Enfin, je terminerai, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, en disant simplement un mot. Si la mission et si le projet de loi en fait état, des questions qui relèvent de la fin de vie. Monsieur le défenseur des droits, je me permets de vous interrompre simplement pour dire que ça ne fait pas partie des travaux de notre mission d'information, donc je ne voudrais pas être désobligeant, mais c'est pour permettre aussi je l'ai déjà dit, des questions et des réponses. Merci beaucoup, Monsieur voilà, le Président. Non, mais je ne sais pas si vous aviez un mot de conclusion par rapport. Je voulais vraiment vous représenter, mais encore une fois, c'est aussi pour pouvoir échanger sur... La conclusion, c'est que tout ça est très difficile. Nous sommes bien d'accord. Merci pour votre exposé. Et c'est vrai que les questions sur la GPA et l'établissement de la filiation, reconnaissance, etc., méritent effectivement tous ces approfondissements. C'était assez technique, mais c'est vraiment un des sujets sur lesquels nous aurons à nous pencher. Donc on va procéder effectivement à une série de questions et réponses de manière assez dynamique. Moi, j'aurais deux questions. D'une part, vous avez évoqué un consensus sur l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation, en faisant état d'avis différents. Vous n'avez pas fait référence aux états généraux de la bioéthique, qui, eux, ont plutôt manifesté une opposition à cette ouverture.
Bien sûr, il y a une mobilisation de ceux qui sont plutôt contre, mais enfin, il ne tenait qu'à ceux qui étaient pour de se mobiliser. Donc, est-ce que pour vous, la formule des États généraux ne rentre pas dans la prise en compte des opinions sur le sujet de l'assistance médicale à la procréation? Le deuxième point, et qui concerne la question, une question d'égalité, c'est que s'il y a une ouverture de l'AMP, on va donc lever le critère d'infertilité pathologique aux couples de femmes et aux femmes seules. Est-ce à dire que pour des raisons d'égalité, on lèverait également ce critère d'infertilité pathologique pour les couples de sexes différents, les couples hommes-femmes? Quand on a posé la question au président du CCNE, selon lui, il n'y avait pas de levée de ce critère de l'infertilité pathologique pour les couples hommes-femmes. Pour des raisons d'égalité auxquelles vous êtes sensible, on aurait plutôt envie de dire, effectivement, il faut lever également ce critère de l'infertilité pathologique aux couples de sexes différents. Mais alors, à ce moment-là, se pose un certain nombre de conséquences, d'impacts qui, à ce jour, n'ont pas été complètement mesurés. On se demande jusqu'où ça pourrait aller dans la convenance de l'utilisation de l'assistance médicale à la procréation. Voilà donc les deux questions que je souhaitais vous poser. Je réponds sur la première question. Bien entendu, les États généraux, ils ont été faits pour ça, ont permis d'exprimer des opinions, et il faut en tenir compte. Par ailleurs, le Conseil consultatif national d'éthique a publié récemment son rapport, qui est le document qu'il a transmis au gouvernement, comme ça lui a été demandé. Donc, je pense que le Comité consultatif national d'éthique a fait son boulot, et moi je retiens ce que je vois, car vous savez que le défenseur des droits est un peu un sismographe de la société. Je retiens ce que je vois et ce que je sens aussi, et c'est en ce sens que j'ai dit que on allait, par rapport à des situations il y a 10 ans peut-être, vers une forme de consensus sur ce sujet, et les opinions qui sont en sens contraire comptent naturellement autant que celles qui sont dans le sens de l'ouverture, bien sûr, et en particulier s'agissant du travail du législateur. Sur la deuxième question, je crois que on n'en a pas mesuré, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, toutes les conséquences, mais je ne pense pas qu'on puisse maintenir la condition d'infertilité pour les couples hétérosexuels si on a supprimé cette condition pour tout le monde. Donc je crois qu'il faudrait, de ce point de vue, revenir donc sur la loi de 2004 en ce qui concerne la condition de pathologie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Pour couples homosexuels ont simultanément, voire même précédemment, ouvert la possibilité de l'accès à la PMA. Donc ça paraît être dans une certaine logique, comme vous l'avez indiqué, mais moi ce qui m'intéresse beaucoup est de savoir pour les droits des enfants que vous avez largement évoqués. Alors, droits des enfants nés de PMA en France, dans ces couples, ce qu'on appelle les PMA sauvages, droits des enfants nés de PMA à l'étranger, droits des enfants nés de GPA à l'étranger, donc toutes les questions de transcription des actes de naissance, etc. Et on a tous le sentiment que nous avons beaucoup à faire dans les textes que nous élaborons pour donner des droits égaux à tous les enfants. Le principe en étant qu'il ne paraît pas raisonnable que des enfants se trouvent avec des droits restreints, filiation, accès à différents droits, y compris de succession, etc., de nationalité. Enfin, je ne décris pas tout, simplement parce que leurs conditions de procréation, à laquelle ils n'ont pas, par leur volonté, participé, sont d'un type ou d'un autre. Et donc, il paraît un peu déraisonnable de faire peser sur l'enfant
une forme de pénalité. Vous avez dit tout à l'heure que dans les GPA faites à l'étranger, on fait peser sur la femme essentiellement une forme de pénalité, et c'est vrai, mais on le fait encore aussi peser sur l'enfant, ce qui est encore plus choquant. Enfin, les deux sont choquants, mais voilà. Alors, pour cette filiation, vous avez évoqué la déclaration commune anticipée sur le mode de ce qu'a décrit Irène Théry, qui suppose une modification du Code civil. Et vous avez décrit la possibilité d'une filiation automatique avec présomption de maternité. Est-ce que vous pouvez nous dire vers laquelle de ces solutions va votre préférence et comment, en pratique, on peut cheminer vers cela, par quelle modification des textes actuels? J'ajoute que, me semble-t-il, la filiation d'intention devrait peut-être, mais ce n'est pas facile de le transcrire dans la loi, prévaloir sur la filiation biologique, parce que de plus en plus, on admet de plus en plus volontiers que la mère et le père sont ceux qui prodiguent éducation, amour, intérêt, et non pas ceux qui ont donné tel ou tel gamète. D'ailleurs, la plupart des pays ne disent plus mère porteuse, mais femme porteuse, pour bien indiquer cette différence. Donc c'est ma première question sur l'enfant. Ma deuxième question, c'est sur l'accès aux origines. Je vais très rapidement cet accès à des informations non identifiantes, plus un éventuel accès au donneur si celui-ci en est d'accord, voilà, lui au moment du don, et l'enfant a l'accès à la majorité, à 18 ans. Alors, qu'en est-il maintenant de façon rétrospective, je veux dire, pour tous les donneurs qui ont déjà donné, ou même si d'ailleurs l'utilisation en est faite ultérieurement, mais ceux qui ont déjà donné, préconisez-vous d'aller les retrouver et de leur demander s'ils peuvent être désireux de donner des indications, de fournir cette possibilité pour les enfants? Bien entendu, ça ne peut se faire qu'avec leur accord, puisque dans les conditions dans lesquelles ils ont donné, c'était avec la réglementation antérieure. Mais c'est un point important, et nous avons été surpris l'autre jour en audition les Sécos que certains des donneurs, aujourd'hui, étaient parfois perdus de vue, ce qui nous paraît d'ailleurs un peu étrange et qui devrait être aussi l'objet peut-être de mesures qui ne permettent plus cela, parce que quand il y a des problèmes génétiques à révélation tardive, arrivant à, je sais pas, 30 ans, 35 ans, 40 ans, ça arrive, mais grave, pouvant être mortel en milieu de vie, c'est quand même un peu dommage que l'enfant ne puisse pas bénéficier des indications qui pourraient en relever, qui peuvent supposer soit des traitements, soit des modalités qui retardent la révélation de cette maladie génétique. Enfin, que pensez-vous, enfin, quelles questions ça pose pour l'accouchement sous X? Pensez-vous qu'il faut le confirmer en état ou le modifier, comme le demandent certaines associations? Merci, monsieur le défenseur des droits. Excusez-moi. Sous X, pour vous dire, le rapporteur, j'ai pas de... Je n'ai pas de réflexion et je n'ai pas de position, donc je n'en prendrai pas devant vous. Mais je crois que la question se pose légitimement à partir du moment où on aurait admis l'accès à des renseignements pour la PMA. Deuxièmement, sur la deuxième question, bien sûr que la position idéale et juridiquement impeccable, ce serait de recueillir à titre rétrospectif le consentement des donneurs. Mais comme vous venez de le souligner, je crois que pratiquement, ça peut être extrêmement difficile. D'une part, c'est une opération quand même assez gigantesque, des dizaines de milliers de fiches et de personnes à retrouver. Et puis, comme vous l'avez indiqué, effectivement, j'ai lu que il y avait des insuffisances et qu'il y a eu des pertes en quelque sorte. Mais ma position, elle est clairement que on ne peut pas appliquer la nouvelle loi aux donneurs passés sans les faire bénéficier du consentement. Ça me paraît clair. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer de faire. Sur le premier point, je pense qu'il y a une analogie qui
comme toute cette analogie ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais qui dit bien le fond de ma pensée. Il faut faire pour ces enfants ce qui a été fait dans les années 60 pour les enfants naturels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs sortes d'enfants en fonction de la méthode ou de la voie qui a permis de les féconder et puis de les amener à la naissance, et quelles que soient les personnes qui étaient dans ce processus de reproduction. Donc, à partir de là, il est clair que la solution, que j'appelle la solution belge, de la présomption est la plus, comme on dirait en mathématiques, élégante, la plus cursive, mais il est absolument évident que par rapport à nos principes juridiques, elle est celle qui fait faire le saut le plus considérable. Donc, le défenseur des droits, qui se contente d'appliquer le droit positif, met simplement en avant le fait que, pour le législateur, la solution d'aligner complètement, en quelque sorte, les enfants et de retenir la présomption serait la solution la plus efficace. Mais est-ce que le législateur français aujourd'hui veut à ce point modifier les principes de notre filiation? Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en conclusion de l'avis du Conseil d'État, il y a aujourd'hui un spectre juridique sur ces questions qui est très largement ouvert et dans lequel le responsable politique doit se prononcer, je dirais, en conscience. On a toujours considéré que beaucoup de questions de bioéthique étaient des questions de conscience. Dans la plupart des groupes politiques, ça a toujours été comme ça, et je pense que c'est encore comme ça aujourd'hui. Le droit apporte des solutions, et ensuite, chacun en conscience choisit, mais le défenseur des droits n'est pas un porteur de morale, il est un porteur de droit. Merci. Alors, on va prendre une seule série de questions. Ça tombe bien parce qu'il y a 3 inscrits et comme ça, nous pourrons ensuite procéder à vos réponses, monsieur le défenseur des droits. Il y a donc Laurence Vansenbroek-Mialon, Agnès Thiel et Jean-François Mbaye. Laurence Vansenbroek-Mialon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le défenseur des droits, je souhaite avoir votre avis concernant les enfants nés de dons anonymes, donc qui souhaiteraient donc accéder à leurs origines. De l'avis de certains d'entre eux, l'accès aux origines ne devrait pas s'arrêter aux seules fiches identifiantes ou médicales, mais plus qu'un simple dossier qui leur serait transmis, ces enfants revendiquent un droit à rencontrer physiquement le donneur pour pouvoir échanger avec lui. Alors pour eux, cet homme, sans être leur père, n'a pas seulement un rôle dans leur conception, mais également dans la construction mentale de ce qu'ils sont. Par ailleurs, la multiplication des tests ADN grand public permet déjà à certains enfants de faire connaissance avec leur donneur, sans que cette entrevue ne soit encadrée, et entraîne parfois des situations douloureuses qui peuvent être amenées à se reproduire à grande échelle, avec un impact parfois redoutable sur la famille même du donneur. Ainsi, comment pourrions-nous encadrer ces entretiens? Et que faire pour que les dons qui étaient été faits donc, au préalable avant l'éventuelle réforme de la loi donc, puissent continuer? Enfin, comment on pourrait organiser ce genre de rencontres? Ensuite, serait-il entendable que la connaissance des origines intervienne plus tôt, vers 15 ans par exemple, au lieu des 18 ans que vous préconisiez tout à l'heure? Merci. Merci. Agnès Thiel. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le défenseur des droits. Vous avez dit indifférence en droit et parlé du Conseil d'État du 3 octobre, comme quoi l'ouverture de la PMA exige effectivement une solution politique et non pas juridique, car le juridique permet effectivement, nous l'avons vu, les deux. Donc, jusqu'alors, si je comprends bien, rien à voir avec un éventuel étendard d'égalité des droits. Et vous avez dit aussi que 6 Français sur 10 étaient favorables à la PMA.
Mais quelle était la question? Parce qu'on sait bien que la question induit la réponse, et que si vous vous posez comme question, êtes-vous pour l'égalité des droits, la réponse sera oui, et êtes-vous pour les enfants sans père, la réponse induite risque d'être non. Donc ça influe évidemment la réponse. Si je comprends, en tout cas, si je comprends bien, à l'heure actuelle, nous sommes en train de réfléchir s'il faut ouvrir la porte ou non à la conception, création d'enfants, d'êtres humains, sans échange, lien, union, rencontre, mais donc uniquement grâce à la science et à la technique. Il me semble que c'est là. Est-ce que nous ouvrons la porte à cela, à la conception d'êtres humains grâce à la science et à la technique? Donc je pose la question, au-delà du simple fait de suivre l'évolution, et on peut d'ailleurs se poser la question si c'est un progrès ou pas, est-ce que c'est une société désirable et souhaitable? Je vous remercie. Merci. Jean-François Mbaye. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Défenseur des droits. J'aurais deux questions. La première qui est relative à l'usage des données personnelles. Vous n'en avez pas fait état, mais peut-être que vous y avez aussi réfléchi. À l'ère du tout numérique, à l'heure où des algorithmes de plus en plus élaborés viennent régir de nombreux pans de notre société, l'utilisation de ces données récoltées massivement devient incontournable. Et seuls les algorithmes ne suffisent pas, il convient de les nourrir avec un certain nombre de données afin d'en assurer l'efficacité, données qui, vous le savez, parfois peuvent revêtir un caractère personnel, voire intime. Donc ma question serait sur l'emploi de plus en plus répandu du big data et des éventuelles tentations que pourraient avoir, par exemple, certaines compagnies d'assurance à user de ces informations afin d'optimiser leur activité. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Et puis, une deuxième question sur l'autoconservation des ovocytes. Vous avez mentionné dans vos propos que vous souteniez cette proposition, en tout cas, de faire de l'autoconservation ovocytaire. Vous avez insisté sur la suppression de l'obligation du don qui était inscrite dans la loi de 2011 et sur la nécessité de fixer un seuil d'âge raisonnable en cohérence avec la PMA. On sait qu'aujourd'hui, la loi en vigueur sur la PMA évoque tout simplement un âge raisonnable de procréer. Donc j'aimerais aussi avoir votre avis sur ce seuil d'âge raisonnable. Et dernière chose, vous insistez sur la nécessité finalement d'abroger la loi de 2004 d'abroger la loi de 2011 pardon, qui autorise le don. Qu'en est-il de la loi de 2004? Est-ce qu'on maintient ou pas l'autorisation d'autoconservation ovocytaire en lien avec des pathologies? Merci pour vos questions, chers collègues. Monsieur le Défenseur des droits. Bon, excusez-moi. La demande des personnes nées de PMA est tout à fait digne d'intérêt et légitime. Et ce que vous avez dit est une situation qui aujourd'hui, effectivement, se produit très souvent. La réponse à cette demande, qui consiste en fait à connaître la personne du donneur, ne peut se trouver que dans l'organisation du consentement à l'origine. La proposition que j'ai faite, et qui est une sorte de compromis, ne va pas jusqu'à la connaissance des personnes, de l'identité des personnes. Mais si le législateur allait jusque-là, il est clair que, encore plus que dans l'accès à des éléments non identifiants, il faudrait qu'au départ soit recueilli le consentement du donneur, et de manière très explicite et très informée. Car évidemment, la personne née de la PMA est concernée, c'est vrai, c'est légitime, mais celui qui a permis de donner la vie l'est naturellement tout autant. Quant à la proposition que vous avez faite
c'est-à-dire de retenir 16 ans au lieu de 18, c'est une question qui se discute, sur laquelle je n'ai pas, si j'ose dire, de position préétablie. Sur les observations de fond qui ont été faites par Madame Thiel, je voudrais dire que les questions que vous avez posées sur la procréation artificielle sont des questions qui ne sont pas liées au débat actuel. Depuis 1989, le premier rapport du Conseil d'État sur ces sujets, les questions sont posées. La loi de 94 les a tranchées dans un certain sens. Les révisions des lois de bioéthique les ont de nouveau tranchées depuis maintenant 25 ans, toujours dans le même sens, c'est-à-dire de ne pas remettre en cause l'utilisation de ces techniques. Et donc la question est de savoir quelles sont les personnes qui peuvent utiliser ces techniques. Est-ce que c'est réservé à certaines personnes ou est-ce que ça n'est pas réservé à certaines personnes? Et la position que j'ai eu l'occasion de prendre et que j'ai rappelée tout à l'heure dit que la loi française autorise l'adoption par les couples homosexuels et les personnes célibataires. Un couple de femmes comme une femme célibataire peut donc avoir un projet parental. Ces femmes peuvent ainsi adopter un enfant dès sa naissance alors même qu'on leur refuse l'accès à la PMA. C'est dans cette perspective que j'ai dit qu'il ne s'agit pas en fait d'une sorte d'égalité en droit, il s'agit en fait d'une égalité dans la possibilité de mener dans la société des projets parentaux, ainsi que dans la liberté de procréer comme élément de l'autonomie personnelle, étant entendu que la question que vous avez posée sur l'égalité, c'était la question qu'on pouvait aussi se poser dans le débat sur le mariage et considérer que il y avait des différences qui n'autorisaient pas l'égalité. Ce n'est pas la position du défenseur des droits. Enfin, troisièmement, Monsieur Ngaï, les données, je ne me suis pas prononcé là-dessus. J'ai eu l'occasion, dans les avis que j'ai donnés au CCNE, notamment, à la consultation que j'ai donnée au CCNE, de parler de ça. Bon, nous avons beaucoup d'inquiétudes, pour dire les choses comme elles sont, sur le dérapage des données personnelles, en particulier dans le domaine de la santé. Et nous sommes très préoccupés par ces questions, et je serai sûrement amené à prendre des positions. Je vais faire un rapport au mois de décembre sur les difficultés ou les excès de la numérisation et de la dématérialisation. Ça portera plutôt sur les difficultés des usagers dans leur relation avec les services publics, mais j'aurai l'occasion aussi de parler de ces questions. Il faut que nous ayons, d'une part, dans l'utilisation des ressources juridiques actuelles, notamment le règlement européen, mais aussi plus fortement, car la loi française, dans l'état actuel des choses, est plus restrictive, et il faut qu'elle le reste sur ces sujets. Mais bien entendu, par ailleurs, il existe des pressions très importantes des professionnels, par exemple, des services hospitaliers, qui considèrent que ces nouvelles technologies sont des instruments de progrès. Et ce n'est pas faux, bien entendu, bien sûr. Mais nous devons faire extrêmement attention, et je pense que la loi française, le rôle qui est donné à la CNIL, est une formule qui, jusqu'à maintenant, est assez satisfaisante. Peut-être faudra-t-il la renforcer. Et en tout cas, c'est une question que je pense, je ne sais pas, Monsieur le Président, ce qu'il en est de la mission d'information, mais qu'en tout cas, le projet de loi risque d'évoquer. En ce qui concerne la question que vous m'avez posée, attendez, votre deuxième question, je l'ai... Pardon, oui, sur l'âge. Moi, je vous ai dit ce qu'il en était. Je suis pour une position assez
conforme à ce qui a été jusqu'à maintenant décidé. Je pense que nous avons sur ces questions réflexion à faire. Je ne sais pas ce que le législateur retiendra. Je n'ai pas, encore une fois, de position préétablie. Mais vous aviez une autre question que j'ai notée, que j'ai oubliée, monsieur Mial. Voilà, oui, c'est ça, pardon, c'est ce que j'ai noté et j'ai mal écrit. Non, là-dessus, j'ai répondu très clairement. Je pense que la loi de 2004 et les textes successifs ne doivent pas maintenir ni le don, ni cette espèce d'échange avec le don, ce qui est une sorte de fausse générosité, et de l'autre côté, ni la condition médicale d'infertilité. Donc, je pense que si l'on prend position sur l'autoconservation des ovocytes, c'est très difficile de se situer aujourd'hui. Je vais dire, j'ai beaucoup participé au début des années 90 à tous ces débats. J'ai été le porte-parole de mon groupe dans la première loi qui s'est arrêtée à la première lecture en 1992. Donc, je pense que si l'on s'en tenait à la condition médicale, je pense qu'on ferait le débat tel qu'il aurait été fait au début des années 90. Aujourd'hui, nous sommes sur ce sujet, qui est un sujet nouveau, effectivement, par rapport à la PMA. Nous sommes dans d'autres conditions et je pense qu'il faut aller donc aujourd'hui vers des dispositions qui ne comportent pas ces conditions médicales. Je voulais juste dire, comparaison n'est pas raison, mais j'ai eu l'occasion de prendre une décision très ponctuelle il y a 3 ans sur la demande de personnes qui étaient des personnes transidentitaires et qui avaient demandé à pouvoir obtenir la conservation de leur sperme pour pouvoir éventuellement mener des projets plus tard. Et j'avais répondu, après avoir pris beaucoup d'avis, d'ailleurs l'Académie de médecine, etc., j'avais répondu que rien ne paraissait s'opposer à ce que le SECOS accepte la demande de cette personne, en l'occurrence. Je crois que c'est un peu dans cet esprit qu'il faut également se mettre ici pour l'autoconservation des ovocytes. Voilà, il me reste à vous remercier, monsieur le défenseur des droits, pour cette audition et nous faisons une suspension de séance.